Bon, eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus ce matin pour ce sujet très intéressant des nouvelles relations au travail de ce petit déjeuner que nous avons élaboré dans le cadre donc du Centre des professions financières et du Club des marchés financiers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Centre des professions financières, c'est une association qui a pour but de comprendre et faire comprendre les professions financières et leurs évolutions, et également, évidemment, dans le cadre de ce petit déjeuner, on est complètement en ligne avec le focus que nous avons voulu donner à l'association aussi sur les problématiques ESG au sens large. Alors, effectivement, le contexte de ce petit déjeuner et de cette conférence d'aujourd'hui, vous l'avez évidemment en tête, la crise sanitaire a changé sans doute beaucoup de choses au niveau des modalités de travail. Les problématiques de télétravail et d'autres modalités dont on parlera se sont finalement amplifiées. Le phénomène finalement s'est amplifié pendant la crise sanitaire et les différents confinements que l'on a pu subir. Et puis finalement le phénomène est presque un peu irréversible. Quel impact tout cela peut-il avoir en termes de relations au travail, de place aussi du travail dans la vie tout court, quels risques aussi juridiques, quels impacts managériels. En fait, il y a un certain nombre de thématiques qu'on va aborder ce matin. Et puis finalement, c'est un thème complètement d'actualité puisque on l'a vu avec la réforme des retraites. La réforme des retraites a aussi posé, au travers des diverses manifestations et de la crise un petit peu autour de cette loi, une vraie interrogation aussi sur le sens du travail et la qualité de vie au travail et un certain nombre d'autres sujets de ce type qui finalement recoupent notre sujet de ce matin. Alors pour pouvoir discuter de ce sujet, en discuter mais sans doute pas arriver à répondre à toutes les questions qu'on se pose, on a rassemblé un panel qui est assez complémentaire. Benoît Serre, qui est DRH de L'Oréal, mais qui donc parlera ce matin, notamment comme vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, qui nous donnera, je pense, une vision assez panoramique du sujet. Jean-Hugues Lombry, qui est directeur des affaires sociales de la Fédération nationale du Crédit Agricole, groupe mutualiste, comment tout cela se passe en agence. On aura une vision aussi de la mise en place dans un environnement bancaire. Catherine Fretzel, qui est inspectrice générale de BPI France et qui, avec aussi des équipes qui font partie de la jeune génération, nous parlera aussi de la manière dont tout ça est vécu dans le cadre de ces équipes également. Et puis, quels impacts aussi juridiques, tout cela pose-t-il. Franck Morel, qui est avocat associé au cabinet Flichy-Granger, va nous en parler. Et je pense qu'effectivement, les débats seront intéressants. Donc, on ne va pas épuiser le sujet, mais on va essayer, évidemment, de pouvoir discuter d'un maximum de choses ce matin, sachant que on va essayer d'avoir toutes les questions à la fin, peut-être une vingtaine de minutes, et au travers de quelques questions sur lesquelles vont se positionner nos orateurs, d'avoir quelques points de vue sur les différents sujets autour de ces relations au travail. Alors la première question peut-être, c'est l'état des lieux finalement. Où en est-on ? On parle beaucoup effectivement de cette généralisation, mais tous les métiers ne peuvent pas forcément télétravailler, par exemple. Donc il y a des métiers où finalement on n'a pas eu beaucoup de changements, mais il y en a d'autres au contraire où tout cela a pu se mettre en place. Un petit peut-être panorama éventuellement, Benoît, sur la question pour commencer. Très bien, bonjour à tous. Pour faire un panorama, il y a un chiffre, plutôt deux, à retenir. Avant la crise sanitaire, la France compte à peu près 3% de télétravailleurs réguliers. Aujourd'hui, on est à 26%. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération absolument phénoménale
d'un modèle d'organisation du travail qui était déjà extrêmement présent dans d'autres pays et qui était déjà beaucoup plus avancé que nous. Les pays du nord de l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Ça, c'est un premier élément sur le sujet du télétravail. Deuxième constat, c'est que ça plaise ou non, une très 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 large majorité des entreprises ont depuis ou signé des accords ou mis en place des chartes, parce que vous savez que le télétravail peut se mettre de deux manières, soit par un accord avec les partenaires sociaux, soit de manière décidée par le chef d'entreprise via une charte. Et en moyenne, on sait aujourd'hui que la plupart de ces accords de télétravail prévoient un maximum de 2 jours, ce qui n'est pas super surprenant, puisque quand vous êtes à 3 jours, vous changez de monde. En fait. Vous passez plus de temps chez vous ou ailleurs que au bureau. Donc la plupart des accords prévoient 2 jours. Ça, c'est une deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que pendant les périodes de confinement que vous avez rappelées, les gens ont découvert, les salariés, les équipes, peu importe, ont découvert qu'il y avait donc un modèle alternatif à l'organisation classique du travail depuis le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire aller au bureau et en revenir. Et que ça marchait. Quand vous regardez les résultats, la plupart des entreprises, 2020-2021, ils vont bien, donc ça marchait. Et du coup, cumulé avec ce que je viens d'évoquer sur le télétravail, est en train d'émerger de ce qu'on observe, non pas une espèce de course au télétravail, mais une espèce d'exigence de la part des salariés en cours, des candidats ou peu importe, d'une plus grande liberté d'organisation dans le travail. Le sujet, il vient de là-dessous. Les débats qui sont en train d'émerger sur la semaine des 4 jours. Il faudra d'ailleurs m'expliquer si on fait 4 jours avec 2 jours de télétravail, parce que sinon, il y a un moment où on ne va plus se croiser du tout. D'ailleurs, l'une des entreprises symbole de cette semaine de 4 jours, qui s'appelle CDC, qui est à Lyon, elle a retiré un jour de télétravail. Elle avait 2 jours, elle est passée à 1 jour. Donc tout le débat autorisation du travail, direction hybride, et qui vient effectivement se poser sur, au moins pour la France, sur un environnement dont on pourrait penser qu'on va enfin toucher la fin du chômage de masse, et que par conséquent, tous ces éléments-là d'attente, d'aspiration, fondent une partie de cette nouvelle relation au travail, puisque le marché est passé d'un marché d'employeur à un marché d'employé, en fait, il est en train de passer à un marché d'employé. Ce qui fait que moi je le vois, et puis tous mes collègues et confrères ou consoeurs le voient aussi, les niveaux d'exigence des candidats sur ces questions d'organisation du travail, sur la liberté d'organisation du travail, deviennent extrêmement prégnantes finalement. Mais tout simplement parce que même si elles préexistaient, avant, quand vous étiez en chômage de masse, vous preniez ce que vous trouviez. Là maintenant, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Et ce que vous avez envie de prendre, il y a pas mal de critères, dont celui-là. Rassurez-vous, le critère de la rémunération reste le premier et de loin. Mais contrairement à ce que j'ai pu entendre dire. Et puis le dernier point, pour pas être trop long sur cet état des lieux, c'est que c'est devenu, la logique de télétravail, pour recentrer sur le sujet du débat, c'est devenu un critère de promotion de marque employeur. C'est-à-dire que vous voyez apparaître tout un tas d'offres d'emploi qui prévoient qu'il y a du télétravail, ce qui d'ailleurs pose une difficulté parce que le premier chiffre que je vous ai donné, c'est 26%, ça veut dire que de l'autre côté, vous avez près de 69% des gens qui ne peuvent pas télétravailler. Et on a un peu l'impression par moment que le monde du travail, ou ceux qui pensent au monde du travail, tournent autour de 26% des gens. Et ils oublient les 60 autres qui restent. Et eux, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on avait peur un moment, on s'en souvient, parce qu'apparaisse une notion de col blanc, col bleu. Elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas, du coup on a creusé l'affaire, et on a découvert qu'en fait elle n'apparaît pas parce que eux ont déjà le sentiment, ça vous serait paradoxal ce que je vais vous dire, une forme de liberté d'organisation du travail, puisque leur travail est très normé en fait. Ils font 9h, 13h, ou ils font 13h, 18h. Et donc ils ont déjà une forme de liberté, sauf dans les services administratifs. Ça c'est le premier constat qui est fait sur les professions qui n'ont pas le droit. Le deuxième constat qui est plus inquiétant, c'est que déjà c'était, moi, avant d'être chez L'Oréal, j'étais derrière le Lorrain. C'était très très compliqué de faire passer quelqu'un du siège vers le magasin. Tout simplement parce qu'il y avait des horaires beaucoup plus contraints, etc. Là, ça devient quasiment impossible. Parce que celui qui est au siège, ou au service administratif, il a 2 jours de télétravail, il n'entend pas y renoncer. Et donc, on va avoir des problèmes de mobilité. Et donc, il faut faire attention à ne pas voir émerger dans l'entreprise 2 mondes qui sont sur des règles tout à fait différentes. C'est pour ça que on commence à voir apparaître dans les débats sur la semaine des 4 jours, est-ce que ce ne serait pas un moyen
de restaurer l'équité entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. On voit bien que tous les débats tournent autour de la liberté d'organisation du travail, dont le télétravail n'est après tout que la face émergée de l'iceberg. Et dernier point, on avait beaucoup dit au moment des confinements, que quand le télétravail s'installait partout, que c'était formidable et que c'était le futur. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'abord que les plus jeunes sont revenus les premiers et que les plus anciens sont restés en télétravail. Les plus jeunes sont revenus les premiers parce qu'on a enfin reconnu ce que nous savions, que l'entreprise a un rôle de lien social. Et ça a changé le rapport à la digitalisation. On n'a jamais autant travaillé en digital que pendant les confinements, par définition. On s'est rendu compte que quand les gens ne sont pas là, les entreprises fonctionnent moins bien. Par conséquent, ça a eu un effet plutôt positif sur une approche plus responsable de la digitalisation qui consiste à augmenter les capacités des gens et pas à les remplacer. D'ailleurs, voilà. C'est très bien d'être en présentiel aujourd'hui et voilà. Non pas en webinaire. Donc, on apprécie. Alors, Jean-Hugues, dans le groupe Crédit Agricole et peut-être plus particulièrement dans les agences, on est plutôt dans les 75% ou dans les 25%? Non, nous, on est plutôt dans les 75%. Justement, les constats que fait Benoît sur le sujet, sur l'évolution de ces nouvelles modalités du travail, se sont imposés à nous dans le contexte d'une entreprise qui compte sur 75 000 collaborateurs, 80% des collaborateurs qui sont dans des agences de 6 personnes en moyenne, en contact clientèle avec des horaires collectifs de travail fixes. Donc un modèle qui est singulièrement incompatible avec le télétravail et même l'autonomie dans l'organisation du travail. Donc on s'est trouvé confronté avec la crise sanitaire à une accélération des aspirations de nos salariés qui ont vu que c'était possible, puisqu'on s'est organisé pour la gestion de crise de manière autonome. On a tous sauvé le monde pendant cette période, avec des PGE qui ont été attribués dans des conditions de délégation desserrées. Donc ça a été possible. Et ce qui n'était que de vagues revendications dans notre environnement se sont transformés en acquis. Donc on était confronté effectivement à cette difficulté-là dans un environnement qui ne s'y prête pas nécessairement. Et il nous a fallu effectivement repartir de l'acte de travail. Dans la discussion, dans la négociation avec les partenaires sociaux et dans la discussion aussi avec les collaborateurs. Là où je vous rejoins pas complètement, c'est que je pense que cette histoire de télétravail, nouvelle modalité de travail, et plus largement d'ailleurs d'autonomie du travail, c'est une question d'individu. C'est même plus une question de junior ou de senior d'entreprise, c'est que la société s'est considérablement individualisée. On a des salariés qui sont des salariés consommateurs et selon leur moment de vie, selon leurs attentes, peuvent, qu'ils soient seniors ou juniors, décider qu'il vaut mieux être en télétravail, il vaut mieux être en situation d'autonomie, ou il vaut mieux tout simplement être dans la situation d'un travail cadré, parce que certains aussi aspirent à cela. Donc on a un environnement qui devient d'autant plus complexe que les aspirations sont très individuelles. Et lorsqu'on a un modèle d'organisation qui est collectif, ça vient choquer justement notre modèle. En fait, on s'est trouvé confronté à ces difficultés-là. On s'est trouvé confronté aussi à des tensions sociales, puisque lorsqu'on a voulu rétablir une comitologie serrée, vous savez que dans nos entreprises, il y a une réglementation qui est assez forte. Évidemment, nos collaborateurs nous ont dit, mais attendez, on a fonctionné en autonomie jusqu'ici, ça a marché, on n'a jamais produit autant de prêts au monde des entreprises. Et aujourd'hui, vous rétablissez la comitologie, vous rétablissez les horaires collectifs de travail, vous nous imposez de revenir travailler à l'agence. Enfin, c'est pas normal. Donc il y a eu des tensions sociales qui se sont cristallisées autour des revendications salariales. Alors c'était comme ça que les organisations syndicales ont réussi à décoder finalement ces problématiques-là. C'était étonnant d'ailleurs. Mais la réalité, lorsqu'on allait creuser, lorsqu'on allait voir effectivement les salariés et même les organisations syndicales, c'est et finalement vous ne faites pas confiance. Parce que vous rétablissez un modèle qui fait qu'il n'y a plus de confiance. Donc tout l'enjeu pour nous, ça a été justement de partir de cette aspiration d'autonomie, d'essayer de la concilier avec les attentes du client, dans un contexte où pour nous, effectivement, ce qui est au cœur de la relation client, c'est l'agence. Donc on remet le conseiller dans la relation client, non plus l'agence. C'est pour nous, effectivement, une évolution au niveau de l'ADN, puisque l'incarnation du Crédit Agricole sur le territoire, c'est l'agence. Donc dire maintenant c'est le conseiller ou la relation client, conseiller, ça nous fait changer de paradigme dans la relation. Et puis ensuite, c'est surtout repartir de l'acte de travail pour essayer justement d'éviter les négociations subies, où finalement on présente ces questions d'organisation de travail comme une succession d'acquis individuels, sans vraiment y apporter une réponse qui soit conciliable avec le modèle d'entreprise et surtout les attentes de la clientèle. C'est comme ça qu'on a cherché justement à travailler dans un contexte où ces nouvelles modalités se sont quand même imposées à nous. Voilà, et sans qu'on puisse véritablement avoir le temps d'adapter notre modèle, en tout cas dans les premiers temps de la crise. Merci. Alors Catherine, dans une inspection, a priori, on se dit qu'une partie peut être faite quand même en télétravail. Quel est l'état des lieux aujourd'hui chez BPI ?
Alors, l'état des lieux chez BPI, bah, déjà, au niveau général, BPI France, c'est 3500 collaborateurs, dont à peu près, je veux dire, 2000 dans ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire en fait le maillage régional. Peut-être la particularité, c'est que nous, le client ne vient pas à nous, mais c'est plutôt les collaborateurs qui vont aller vers les entrepreneurs et les banques partenaires. Mais pour resserrer donc sur l'inspection, donc l'inspection audit, on est une petite trentaine de collaborateurs et on bénéficie en fait de l'accord général qui a été conclu, voilà, comme tout le monde, hein, même époque, ça a commencé en 2020 et puis il est actualisé. En fait, chez nous, c'est 2 jours maximum de télétravail par semaine, mais seulement 1 jour, donc quand même pour les collaborateurs qui sont sur le terrain. 2 jours par semaine, on y a droit à la fin de la période d'essai qui est chez nous de 6 mois. Et en fait, on s'aperçoit que quasiment, enfin chez moi dans mon équipe, tous les collaborateurs, hein, c'est des trentenaires à peu près, demandent en fait à pouvoir bénéficier de ces 2 jours par semaine. Maintenant, est-ce qu'ils les utilisent? Ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fin des 6 mois, vite, voilà, ils vont se précipiter pour aller demander à en bénéficier parce qu'enfin ils ont cette liberté. Puis en fait, après, c'est très variable. Moi, je laisse une grande flexibilité en fait dans leur choix de journée, sauf un jour où l'équipe doit être là, mais c'est très variable. Donc en fait, pour rebondir un peu sur ce qu'on s'est dit, c'est de l'autonomie pour l'interrogation, de la flexibilité pour l'interrogation. Moi, je dirais que mes collaborateurs ont envie de liberté. En fait, c'est eux qui doivent pouvoir décider. Pour autant, parfois, ils viennent quand même au bureau parce que il y a besoin en fait de collaborer, d'échanger. Marie-Agnès, tu dis finalement, est-ce que dans une inspection, on peut faire beaucoup de télétravail? Alors, on a l'image, en fait, d'une inspection un peu classique, d'un audit un peu classique, où on a des périodes où voilà, on passe notre temps sur les écrans à rédiger des rapports. Mais en fait, ça, c'est évidemment une part du travail, mais l'essentiel, c'est quand même d'aller rencontrer les audités, de comprendre, d'évaluer les risques. Et pour ça, on a besoin de rencontrer les gens. Et c'est toujours plus facile en vrai, enfin on tire beaucoup plus d'informations en vrai qu'à distance. Et puis on a besoin de travailler en équipe. L'équipe de mission, c'est de 3 à 5 personnes. Et vu la complexité quand même des activités de BPI France et la diversité des activités, quand on est auditeur, on a besoin en fait d'échanger avec le chef de mission, avec les collègues pour bien comprendre, etc. Et puis besoin d'échanger aussi avec le management. On en reviendra peut-être après, mais il y a aussi un besoin très fort au fond de liberté, oui, mais d'accompagnement. Et même chez des gens qui ne sont pas forcément juniors, le fait d'être ensemble, d'échanger et d'être porté en fait pour une montée en compétence, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et ça, à distance, ça a ses limites. Donc voilà, un accord, plutôt les gens le prennent, mais avec une grande flexibilité en fait d'utilisation dans mon équipe. Franck, de votre côté, vous avez aussi un peu une vue panoramique avec les clients divers que vous avez, monde financier ou pas d'ailleurs. Que voyez-vous finalement? Alors avant de vous dire ce que je vois, je reviendrai quelques instants sur l'évolution du cadre qui entoure le télétravail. Parce que il n'est pas neutre de mettre en avant le fait que le boom du télétravail qu'évoquait Benoît, les chiffres que citait Benoît tout à l'heure, a été issu au début, à l'origine, de la crise sanitaire. C'est la crise sanitaire qui a provoqué, d'une manière assez rapide, une explosion du télétravail. Et le cadre juridique du télétravail, il est assez ancien, puisque aux origines, on a un accord européen de 2005, on a une législation en 2012 au niveau national, et puis en 2017, le cadre a été un petit peu adapté par les ordonnances, avec notamment un truc qui est passé relativement inaperçu, mais qui a permis justement l'explosion du télétravail pendant la crise sanitaire, c'est la possibilité, dans un contexte notamment de pandémie, d'imposer le télétravail. Et c'est ce qui renvoie à ce que je qualifierais les 3 âges qu'on a connus du télétravail dans la période récente. Le premier âge du télétravail, dans l'explosion donc récente, ça a été la période du c'est ça ou rien. C'est-à-dire on était dans la période la plus intense de la crise sanitaire où le télétravail était présenté comme une alternative à l'inactivité pure et simple. C'était le c'est ça ou rien. C'était on se met en télétravail, sinon on met la clé sous la porte. Il n'y a pas d'activité du tout. Et dans ce cadre-là, la possibilité d'imposer
le télétravail, qui était prévu par les textes, était un outil extrêmement précieux, puisqu'il n'y avait pas de débat interminable sur le fait de savoir si c'était une modification du contrat, ou si l'intéressé était d'accord ou pas d'accord, c'était le c'est ça ou rien. Et puis on est passé, toujours durant la crise sanitaire, dans une phase très lentement, mais les protocoles qui étaient élaborés au plan national ont matérialisé un peu cette phase, à une phase qui était le télétravail comme outil de prévention des risques professionnels. C'est-à-dire, on n'était plus dans le c'est ça ou rien, on était dans il vaut mieux réduire les interactivités. Il vaut mieux pas se voir trop, parce que quand on se voit, on va se souffler à la figure, entre guillemets, et donc on va prendre des risques par rapport au Covid. Et donc, il faut utiliser le télétravail, non pas comme alternative à l'inactivité, mais comme moyen de réduire les interactions et comme moyen d'éviter les risques. Donc, dans le cadre des principes généraux de prévention des risques professionnels, qui sont un des grands classiques de la réglementation en matière de santé au travail, eh bien, éviter les risques, réduire les risques, etc. Le télétravail était présenté comme un outil dans ce cadre-là, et les différents documents, alors il y a eu tout un tas de débats juridiques sur la portée normative de ces documents, mais je passerai là-dessus, mais en tout cas, les différents documents qui étaient élaborés par les pouvoirs publics, par le ministère du Travail en particulier, mettaient en avant cette dimension. Et petit à petit, du c'est ça ou rien à télétravail, outil de prévention des risques, eh bien la question s'est posée de plus en plus de se dire, mais attendez, on n'est pas dans quelque chose de binaire, dans tout télétravail ou non télétravail, ça peut être intéressant d'explorer des modes d'organisation du travail avec un peu de télétravail, mais pas 100% de télétravail. Et c'est à ce moment-là qu'on a petit à petit opéré la transition vers le troisième âge du télétravail, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est le télétravail comme outil d'organisation du travail, avec la difficulté de trouver la bonne martingale, le bon équilibre justement, entre, d'une part, ceux qui sont au télétravail et ceux qui ne sont pas au télétravail, et tout l'enjeu, qui était un enjeu extrêmement important d'ailleurs dans la négociation interprofessionnelle qui s'est tenue fin 2021 et qui a produit un accord national interprofessionnel extrêmement intéressant et pédagogique sur le sujet, eh bien c'était le processus de détermination des postes télétravaillables et non télétravaillables. Et ça reste toujours un enjeu, d'ailleurs, dans les entreprises, un enjeu de discussion, voilà. Alors, on voit bien dans certains cas des cas de figure qui sont flagrants, sur lesquels on peut aisément se prononcer, mais il peut y avoir débat, et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure l'illustrait, on va dire, il peut y avoir débat des fois sur certains postes, celui-là, est-ce qu'il est télétravaillable, est-ce qu'il n'est pas télétravaillable? Et donc on est aujourd'hui dans cette phase avec un cadre normatif qui est quand même assez fourni, assez conséquent. On a donc la réglementation que j'évoquais tout à l'heure, on a l'ANI, l'accord national interprofessionnel de novembre 21, qui est très pédago, et qui a permis de mettre en avant un certain nombre de notions qui ont émergé aussi, notamment, je pense par exemple à la question d'isolement professionnel, qui est quelque chose qui n'était pas dans le droit positif et qui est quelque chose qui était souvent mis en avant justement comme un des effets potentiellement pervers du télétravail, c'était le côté isolement et la nécessité de recréer du collectif. Donc on a quelque chose d'extrêmement pédago, mais qui n'épuise pas évidemment les questions. Et tout l'enjeu demain, c'est d'être en capacité d'avoir cette approche un peu empirique, consistant à continuer à faire vivre le cadre qui entoure l'organisation du télétravail et les questions qui se posent. Alors les questions, elles tournent dans les entreprises, pour répondre à votre question, dans les entreprises aujourd'hui, elles tournent beaucoup autour de la question du temps de travail, parce qu'évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure, quand on est en télétravail, on a forcément une relation au temps de travail qui n'est pas du tout de même nature que dans le cadre qu'évoquait tout à l'heure Benoît du poste sédentaire classique posté par exemple, où là on est plus un peu dans le Charlie Chaplin, on va dire, et donc dans la séquence de temps, dans l'unité de temps, de lieu et d'action, pour reprendre cette image. Donc autour du temps de travail, on a eu un certain nombre de questions et toujours un peu autour de la dimension financière. Qui sont traitées dans l'accord national interprofessionnel, mais il y a toujours beaucoup de questions autour de ça. Compensation financière, pas compensation financière, indemnité d'occupation du domicile, pas indemnité d'occupation du domicile, place du télétravail chez soi ou place du télétravail dans les tiers-lieux.
avec le débat qui était venu, et j'y avais participé, puisque j'avais co-signé une tribune qui vantait les mérites de l'émergence d'un ticket tiers-lieu pour justement aider l'entreprise à prendre en charge la cotisation d'accès à un tiers-lieu, par exemple. Hein. Et donc, voilà, on est dans cette période. On a un cadre qui est très souple. On peut faire, Benoît l'a dit, on peut faire par accord, on peut faire de manière unilatérale. On est sorti de la partie pandémie où on pouvait imposer le télétravail, et donc on est revenu au droit commun du télétravail, c'est-à-dire un accord individuel entre les deux parties pour passer au télétravail, pour revenir dans l'autre sens. Voilà. Alors justement, pour continuer sur ces aspects un peu d'impact, Oui. les impacts juridiques, les risques aussi que vous voyez en fait sur ces nouvelles modalités en fait, quelles sont les questions qui se posent de ce point de vue-là? Alors, les risques, il y a un premier risque qui est pas tellement juridique, qui est plus un risque de management de l'entreprise. C'est le risque qui a été évoqué par les trois intervenants qui m'ont précédé. C'est le risque de coupure dans l'entreprise, de fracture dans l'entreprise entre deux populations de salariés, les happy few entre guillemets qui font du télétravail et puis les punis qui n'ont pas la possibilité de faire du télétravail. Donc ça c'est un risque qu'il faut adresser, qu'il faut prendre en considération et qu'il faut regarder vue d'avion justement avec l'ensemble de la politique sociale de l'entreprise, parce qu'effectivement le télétravail est une modalité, c'est pas la seule, il y a plein d'autres sujets qui peuvent être mis sur la table, et donc il faut avoir conscience en fonction du profil de chaque entreprise, bien évidemment, mais il faut avoir conscience de ce risque de fracture entre deux populations de salariés et des voies et moyens de l'adresser. Alors après, sinon, on a des risques beaucoup plus classiques, beaucoup plus basiques et qui, somme toute, sont relativement maîtrisables. J'évoquais la question du temps de travail tout à l'heure. La question du temps de travail, c'est la question très ancienne, mais qui prend un relief assez particulier dans le cadre du télétravail, des modalités de contrôle du temps de travail. Quelqu'un va être en télétravail, il va être loin, et donc, de fait, on va avoir une notion de confiance qui va se poser avec beaucoup plus d'acuité que dans un cadre présentiel classique où l'intéressé sera en face de vous. Et donc on est obligé de composer avec ces notions de confiance. Alors il y a des outils qui existent, il y a le forfait jour qui existe, mais enfin encore faut-il que la personne soit éligible au forfait jour. Moi j'avais mis sur la table une proposition dans une note que j'avais faite pour l'Institut Montaigne, qui était précisément de permettre de compter le temps télétravaillé en jours, qui serait une manière simple justement d'apporter un peu de souplesse par rapport à cette problématique du temps de travail des personnes en télétravail pour les périodes télétravaillées. C'est-à-dire étendre la possibilité de forfait jour à d'autres populations, notamment de forfait jour pour le temps télétravaillé. Pour le temps télétravaillé. Voilà. Alors, on a, après, dans le cadre juridique, on a la question de la période de disponibilité, qui fait partie des éléments à prendre en considération, c'est-à-dire, alors à ne pas confondre avec la question de contrôle du temps de travail, parce que on peut ne pas être disponible, mais être quand même en situation de prestation de travail. Disponibilité ne veut pas dire... Alors, disponibilité veut dire travail, mais non-disponibilité ne veut pas dire forcément non-travail. Donc, il y a effectivement cette question des plages de disponibilité. On a dans les risques, on a les questions de coûts, des questions de coûts qui supposent de bien maîtriser, de bien identifier ce qui compense telle ou telle situation, de bien adresser la question de l'occupation du domicile. Alors dans le cadre normatif, je ne vais pas revenir dans le détail, mais dans le cadre normatif, on a quand même un certain nombre de balises sur le fait, par exemple, de prendre en considération le fait que la demande vienne du salarié, ce qui est pas toujours le cas. Mais voilà, grosso modo, si vous voulez, sur... Moi, je voudrais élargir un peu la question au-delà du seul télétravail, parce que à l'occasion de la crise sanitaire et dans la période actuelle, on le voit bien, ça a été pointé par différentes interventions, on a cette montée en gamme d'une demande vers plus de sens, vers plus d'autonomie. Et cette demande vers plus de sens, vers plus d'autonomie, le télétravail peut, avec des limites bien évidemment, mais peut parfois être un des outils dans la panoplie permettant d'y répondre. Mais il y a aussi deux questions plus larges qu'il faut adresser et qui font partie des outils également. La première question, c'est les questions liées à l'organisation du travail en général. On évoquait la semaine de 4 jours, c'est pas neutre que le débat autour de la semaine de 4 jours vienne en ce moment, dans ce cadre-là.
et je partage les réserves, questions, je ne sais pas comment les qualifier, ou les deux à la fois, de Benoît, sur quel est l'objet semaine de 4 jours. Effectivement, il faut clarifier quel est l'objet que l'on veut adresser. Il ne s'agit sûrement pas de refaire 20 ans après le débat sur la réduction du temps de travail. En revanche, semaine de 4 jours à durée constante, dans certains cas, ça peut être quelque chose d'intéressant qui peut être regardé dès lors évidemment que ça peut correspondre à l'organisation du travail dans l'entreprise, mais avec les impacts collatéraux qu'il faut maîtriser. Et puis deuxième sujet que je voudrais mettre sur la table, qui est un sujet qui me tient à cœur, qui est un sujet qui est ancien, mais qui connaît toujours de nouveaux développements, c'est la question des statuts. La question des statuts du travailleur, avec la diversification des formes d'activité, avec le fait, dans un contexte où les compétences sont parfois rares et s'achètent parfois chèrement, de développement, dans un certain nombre de cas, d'un travail indépendant, d'un travail autonome, qui se veut parfois exclusivement indépendant ou exclusivement autonome. Je pense à des compétences informatiques parfois qui ne veulent produire du service que en conservant la possibilité de le faire dans un cadre de travail indépendant. Et ça, c'est une évolution très profonde, une évolution sociétale très importante. Alors, on a tous en tête la création en 2008 de l'auto-entrepreneur, mais on pourrait avoir en tête aussi le fait qu'on a su organiser le portage salarial, qu'on est en train d'essayer de réguler, et je pense qu'on va y arriver, les plateformes de travailleurs indépendants, de mobilité en tout cas déjà, mais on voit bien que cette question des statuts des travailleurs est aussi un sujet essentiel et qui aussi est un écho aussi à cette recherche optimale de l'équilibre entre la souplesse et la sécurité. Alors, quel impact aussi sur la productivité, sur la qualité de vie, etc. Catherine, comment vois-tu les choses? Alors, Marie-Agnès, tu productivité, qualité de vie. Non, je pense que on va prendre les deux termes l'un après l'autre. Productivité, alors c'est vrai que même en inspection audit, on peut parler de productivité parce que on a un plan d'audit à faire sur une année, dans un contexte, je crois que c'est Benoît qui en parlait, de tension du marché du travail. Alors, au niveau de l'audit, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent à ce milieu-là, mais c'est assez infernal. Voilà, une chasse au talent qui est assez phénoménale. Bon. Donc, productivité, effectivement, il faut quand même effectivement dérouler les missions. Alors, quand on déroule les missions, et on a aussi besoin d'avoir des interlocuteurs, notamment les audités. Et là, on a appris maintenant à jongler pour caler les rendez-vous avec les jours où les gens sont présents au travail, et les jours où ils sont à distance. Voilà, tout ça s'organise maintenant finalement plutôt assez bien. Mais il a fallu en fait s'adapter à nouveau, de donner plus de flexibilité. Je dirais que la productivité peut, d'une manière générale, être améliorée si la responsabilisation marche bien. C'est-à-dire, en fait, si au sein d'une équipe de mission, l'équipe s'entend, se coordonne, l'importance de la coordination est encore plus importante, et si ils sont suffisamment ensemble, matures, focalisés et accompagnés, en fait, par notamment le management pour dérouler dans la bonne direction. Par contre, si l'autonomie et la liberté est combinée avec une absence finalement d'encadrement ou un contrôle, mais je reviendrai sur ce mot, un peu insuffisant, là en fait ça peut déraper très très vite et au bout d'une semaine, d'un mois, etc., on se dit mais qu'est-ce que t'as fichu quoi. Enfin vraiment ça peut vraiment déraper très vite. Donc au fond, c'est une souplesse d'organisation qui nécessite, moi je pense, pour les managers, beaucoup d'engagement. Alors peut-être on est en train d'affiner notre boîte à outils pour s'adapter à tout ça, mais moi par exemple, en tant que manager d'une équipe qui tourne quand même pas mal, je fais quasiment jamais de télétravail parce que j'estime que je dois être au bureau pour que les gens, quand ils sont là, puissent venir me voir, passer une tête dans le bureau. Enfin, tout ça, en fait, c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont assez essentielles. Et puis, ça permet aussi de sentir comment va l'équipe, mais aussi comment chacun va individuellement. Évidemment, je crois qu'on a tous vécu ça. On est capable de le faire en vrai. À distance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc je pense que pour les managers, pour continuer à assurer cette efficacité, productivité, il faut être présent. Et alors, deuxième terme, qualité de vie
au travail. J'ai envie d'évoquer le flex office, puisque donc on a la flexibilité dans l'organisation du temps de travail, et maintenant on voit que il y a le pendant opérationnel concret sur le flex office. Et alors, la politique chez BPI France, c'est de dire, c'est à chaque finalement manager de décider s'il a envie d'aller au flex office. Alors, il y a une consultation des instances sociales, mais c'est quand même pour l'instant, voilà, on y va un peu à la carte. Et alors, c'est très marrant parce que moi, dans mon équipe, donc, ils sont fans d'avoir droit en fait au télétravail. Ils travaillent en mission, donc les équipes en fait se défont au fil des sujets. Et quand ils sont au bureau, je vois que en fait, ils ont des postes fixes, mais ils bougent en fait. Voilà, ils prennent leur portable, ils vont se mettre à côté du collègue avec qui ils bossent sur la mission donnée. Donc tout ça, ça fonctionne très très bien. Et quand je leur dis ah bah très bien, donc on va passer en flex. Alors là, mais comment ça, je vais plus avoir mon caisson. Ben, si, il y aura quand même des postes fixes, mais aussi des tables où vous pourrez vous organiser comme vous voulez. Et là, hop, et on tombe en fait dans une problématique de conduite du changement, comme voilà, dans n'importe quel changement. Donc, il ne faut pas présumer en fait que c'est quelque chose qu'ils attendent. Enfin, c'est tout. Je crois qu'on est dans des terrains qui à chaque fois sont assez nouveaux et sur lesquels il faut s'adapter. Mais il y a un truc dans l'organisation de nos locaux, enfin un endroit en fait qui marche très très bien, c'est que depuis 3 ans, voilà, enfin presque, j'avais organisé ça. Il y a un coin en fait avec un coin convivial avec des canapés. Et alors ça, mais ils adorent. Et ça, c'est vraiment l'endroit à côté d'Open Space qui n'a jamais bougé. Mais c'est très... Et en fait, là, je pense que ça ne pénalise pas la productivité, pour le coup. Parce que c'est vraiment un lieu d'échange sur leur truc extra-professionnel, mais au moins, ils se connaissent plus. Ça permet d'intégrer vraiment beaucoup mieux, en fait, les nouveaux arrivants. Et en fait, on voit que ensuite, dans l'émission, sur les sujets professionnels, ils n'hésitent pas, en fait, à aller se voir, échanger les bonnes pratiques, etc. Donc voilà, les canapés, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut les voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors nous, dans notre filiale de Lanzarote, nous avons un hamac avec, et certains ici l'ont, voilà, et avec le fauteuil et avec la vue mer. C'est pas mal non plus. Bon, bah c'est pas mal non plus. Mais il faut effectivement avoir la filiale à Lanzarote. Vue sur la Marne. Jean-Hugues, au Crédit Agricole, qu'est-ce qu'on a au Crédit Agricole? Les canapés, le flex office. Filiale à Lanzarote, justement. Je vais vous parler de Saint-Sulpice-sur-Tarn, de Bar-le-Duc. Voilà. Donc nous, notre modèle, effectivement, il a intégré justement ces nouvelles organisations de travail. D'abord de façon contrainte, je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été assez compliqué au départ lorsqu'on a commencé à normaliser nos processus avec une série de tensions sociales. On n'a pas voulu y répondre par une négociation de branche. Pourtant, c'est l'habitude, au Crédit Agricole, on est une branche professionnelle. On a considéré qu'il fallait partir de l'expérience du terrain. Ça aussi, on sait faire. Et donc, on a proposé aux entreprises de négocier chacune, il y a 44 entreprises, de négocier chacune des dispositifs qui leur sont propres. Alors évidemment, on retrouve un schéma qui se dégage. Pour les activités de siège qui représentent 25% de nos effectifs, c'est 2 jours par semaine. Pour les activités de réseau, c'est 2 jours par mois plutôt. Voilà, parce que c'est plus compliqué, il y a des enjeux d'ouverture à la clientèle. Mais surtout, ce qu'on a souhaité, c'est partir de l'organisation de travail, de travail en lui-même. Et ce qu'on a souhaité aussi, c'est plutôt que de négocier les accords d'entreprise, on a insisté auprès des DRH pour qu'ils commencent à travailler dans le cadre de chartes, de normes assez molles. On a un contexte normatif qui est encore assez instable, de manière assez empirique pour voir effectivement ce qu'il en ressortait, essayer de concilier à la fois justement les aspirations de nos collaborateurs qui sont multiples, avec les attentes de la clientèle et surtout les contraintes d'organisation qui nous sont propres dans une banque à réseau. Et donc là, ça a été intéressant parce qu'on a travaillé sur le retour d'expérience dans le cadre de notre observatoire paritaire de branche. On en a fait un thème central, ça a duré 18 mois, où on a partagé toutes les expériences qui avaient pu se développer dans nos réseaux respectifs en fonction de nos maillages. Alors, le Crédit Agricole, on peut penser que toutes les caisses régionales se ressemblent, mais il y a des maillages qui sont différents, il y a des territoires qui sont différents, il y a le nombre de collaborateurs par agence en moyenne qui sont différents. Si vous en avez 6 en moyenne, vous avez de grosses agences, donc vous avez une surface pour pouvoir organiser l'absence de certains. Si vous en avez 3 par agence, si on a des réseaux, on a 3 par agence, là évidemment c'est plus compliqué. Donc comment s'adapter à ces contraintes organisationnelles en fonction du point de départ, du maillage. Il y a des solutions intéressantes qui en sont ressorties, bien entendu. On a un maillage et un investissement immobilier qui est important dans nos réseaux. Et donc, c'est un point d'appui pour organiser le travail déplacé. Franck parlait de tiers-lieux. Nous, effectivement, nos tiers-lieux, ils sont dans l'entreprise.
En clair, nos collaborateurs, ils peuvent trouver une agence qui se trouve à proximité de leur domicile, ou en général, il y a des bureaux disponibles. Donc, il y a pas mal de caisses régionales qui ont organisé le travail déplacé pour rapprocher le lieu de travail du domicile de leurs collaborateurs. Ce qui permet, en plus, d'assurer une présence, ce qui permet aussi de garantir des interactions entre les collaborateurs qui ne sont pas nécessairement des collaborateurs qui travaillent dans le réseau et ceux qui travaillent dans le réseau. Ça, c'est un des premiers exemples de ce qu'on a pu mettre en place, mais il y a d'autres organisations qui sont mises en place aussi, précisément pour concilier les aspirations du collaborateur, les attentes du client, a été justement l'antienne dans nos discussions, dans nos négociations avec les organisations syndicales, c'est de dire c'est un sujet d'organisation de travail, c'est pas un acquis. On ne parle pas de la 6e semaine de congé payé. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire en sorte que notre modèle continue d'être efficace dans le contexte effectivement de ces nouvelles aspirations. On a bien conscience que tout ça, on le faisait dans un contexte sociétal adverse, avec un marché du travail qui n'était pas nécessairement favorable. Alors au début, tous les candidats disaient au Crédit Agricole, on n'y vient pas parce qu'il n'y a pas de télétravail. C'est faux, hein. Le télétravail est en place dans toutes les agences. On a peut-être eu un problème de communication, d'ailleurs, de ce point de vue-là. On a peut-être passé trop de temps à réfléchir à notre organisation, mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça nous a permis de nous approprier le sujet de façon un peu plus foncière. Et surtout, d'apporter des réponses qui soient individualisées. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que on est confronté finalement à des aspirations qui sont très individuelles. Et donc, comment concilier justement ces aspirations très individuelles de nos équipes avec un modèle collectif de travail. Là, pour le coup, nous, effectivement, on est dans ce registre-là. Je reprends un autre exemple d'organisation. On a, pour le coup, c'est une expérience que je vous partage en tant que DRH. Il y a 15 ans, j'étais DRH en Bretagne, dans une caisse régionale. Et donc, on a une organisation, la possibilité d'organiser le travail sur 4 jours et demi. Depuis longtemps, au Crédit Agricole. En clair, on est ouvert du mardi au samedi midi. Voilà. Ces 4 jours et demi, on peut les organiser sur moins de 39 heures. Parce que le sujet, c'est pas la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. Le sujet, c'est combien de temps on va travailler. Si c'est 39 heures en 4 jours, ça veut dire qu'on densifie l'acte de travail. Ça veut dire effectivement qu'on crée une situation aussi intolérable que celle qu'on a créée lorsqu'on a réduit le temps de travail de 20% sans embaucher en contrepartie. Et ça veut dire que le pays de la RTT, c'est aussi le pays des RPS. Voilà, on se retrouve dans ce contexte-là et dans cet environnement-là avec tout ce que ça peut charrier comme difficulté en termes de productivité, en termes de tension. Et donc, le sujet, effectivement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut trouver une organisation qui soit conciliable. On a des organisations à 4 jours et demi sur 37 heures, 37h30, avec une réduction du nombre de jours de RTT. Donc, ce qui permet d'assurer la présence de collaborateurs à des moments où les clients, aux heures d'ouverture de l'agence, et ce qui permet aussi d'organiser des temps de repos de 2 jours et demi sur la semaine. Donc, on l'a vendu, hein. Il y a bon nombre de DRH qui l'ont vendu dans notre réseau en disant 2 jours et demi, c'est le samedi après-midi pour le sport avec les enfants, le dimanche avec la famille, et le lundi, on fait tout ce qu'on ne peut pas faire le reste de la semaine lorsque les autres administrations et commerces sont ouverts. Voilà, donc ça, c'est effectivement des mécanismes qui nous ont permis, qu'on s'est appropriés dans le cadre de nos organisations pour justement faire en sorte qu'il y ait une meilleure conciliation entre notre organisation, les attentes de la clientèle et bien entendu les aspirations de nos salariés. Et puis, on a d'autres exemples aussi. On a quand même un sujet qu'on n'a pas encore complètement résolu, et je pense que vous y êtes vous aussi confrontés, c'est le sujet de nos activités qui posent quand même un problème de sécurité un peu particulier. C'est-à-dire que nos collaborateurs, ils ont un pouvoir immense avec leur outil de travail, avec leur code. Ils peuvent mouvementer des valeurs. Donc, on a tous ce problème-là. Et mouvementer les valeurs, clairement, c'est pas un sujet, je réponds à une question. C'est que vous pouvez être séquestré, c'est que clairement on peut vous piquer les codes et vous pouvez effectivement avoir des conséquences importantes. Et donc aujourd'hui, ces opérations-là, on est capable de les exercer dans un contexte qui est un contexte sécurisé. À partir du moment où on laisse et on libère dans la nature des équipements qui permettent de mouvementer des valeurs qui sont très importantes, hein, avec des règles de délégation qui sont très larges, ça pose quand même un sujet de sécurité qui est propre à nos secteurs d'activité. Et ça aussi, c'est un sujet dont on a discuté avec les organisations syndicales. Ça pose un problème, hein, parce que clairement, au début, on se retrouvait avec des clients, on se retrouvait avec des interlocuteurs et des conseillers qui leur disaient « mais je peux pas faire hein. ». Dans la relation client, c'est pas très fluide. Donc, il faut s'organiser, effectivement, il faut réorganiser là aussi nos chaînes de travail pour permettre ce type d'activité dans des conditions qui soient quand même assez sécures. Et ça, c'est un travail de management et d'organisation. Et puis, dernier point, le sujet du collectif, hein, qui est très fort chez nous, parce qu'il y a une culture d'entreprise très collective. Comment est-ce qu'on fait pour le préserver? Donc, le management joue un rôle clé. Malheureusement, il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Et comment on s'organise justement pour essayer de mettre en responsabilité, Catherine l'a bien dit, hein, c'est un enjeu aussi, mettre en responsabilité le collaborateur sur son organisation de travail et sur la relation client. Ça, c'est pas simple, parce qu'effectivement, on a des collaborateurs qui étaient en collaborateur horaire, avec une organisation du travail très normée, et puis du jour au lendemain, ils aspirent à être plus autonomes, mais ils ne sont pas nécessairement toutes les clés de leur autonomie. Et donc, tout le sujet, c'est la palette de solutions, le forfait jour en est une, hein,
On l'a étendu dans la plupart de nos caisses régionales à des non-cadres, à des techniciens, conseillers pro, conseillers agri, voilà, de façon à ce qu'ils puissent être plus autonomes dans l'exercice de leur métier, avec les risques que ça comporte. Là aussi, c'est quelque chose qui est malheureusement pas complètement stabilisé sur le plan jurisprudentiel et sur le plan technique. Et malgré tout, c'est une des solutions. Ça nous a permis, là aussi, dans l'organisation de travail, d'essayer de mieux concilier concrètement les attentes de nos collaborateurs avec celles de nos clients. Merci. Alors, Benoît, sur ces impacts sur la productivité, est-ce que vous avez aussi voilà, une vision? Non, il y a plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, moi, comme DRH de l'ORAL, je suis confronté à un truc, c'est que le télétravail est devenu un médicament. En fait. Parce que je reçois des arrêtés, des arrêts maladie, où on m'explique que cette personne-là, il va falloir lui passer à 4 jours de télétravail. Et donc, je dis, je ne savais pas que c'était un médicament. Soit la personne est malade et soit elle est arrêtée, soit elle n'est pas malade et elle est dans le rythme. Ça, ça a l'air de rien, c'est un petit peu comme ça, parce qu'on est le matin, on va se détendre, mais c'est un vrai problème. C'est devenu un médicament. Moi, je ne sais pas. Donc, ça pose un vrai problème. Non, sur la question de la productivité, ça a été très bien évoqué, il y a deux choses. Nous aussi, on a mis en place dans notre immeuble à la Tour L'Oréal le flex office. Alors, tout le monde s'est mis à hurler, évidemment. Et ils m'ont dit, non, mais c'est trop dans les syndicats, et pas que. Ils m'ont dit, c'est trop de changements d'organisation. J'ai dit, écoutez, tout le monde a réussi à s'adapter très très bien au télétravail, je suis sûr qu'ils vont y arriver. Donc c'est vrai qu'il y a mis en place du flex office, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une chose extrêmement simple, parce que on a aujourd'hui un accord sur 2 jours de télétravail par semaine, non cumulable, qui ne peuvent pas nous faire des trucs, mais qu'on peut coller à des vacances, à des courses, comme partout, les personnes le vendredi. Ils sont blindés du mardi au jeudi. Donc moi j'ai mis un taux de flex à 0,7, donc on m'explique que du mardi au jeudi il y a 0,9. Je dis d'accord, bon, enfin, le vendredi il y a 0,2. Il y a une entreprise, c'est Bouygues, qui a passé un accord assez intéressant qui limite le nombre de vendredis. De manière à ce que tout le monde, et je trouve que ça c'est assez malin. On a fait ça il y a 3 ans, quand ils ont passé les accords il y a 2 ans, 2 ans et demi. C'est assez bien vu de ce côté-là. Mais donc ça c'est donc sur la productivité individuelle. Honnêtement, on n'a jamais vu, et les études le montrent, Montel l'avait montré, elle est assez peu impactée en fait, ni à la hausse ni à la baisse, d'ailleurs, elle est linéaire. Moi j'ai une explication rationnelle, c'est-à-dire que celui qui ne faisait rien au bureau ne fait rien chez lui, et celui qui travaille au bureau travaille chez lui. Non mais c'est une constante, enfin, vous êtes tous dans l'entreprise, vous savez comment ça se passe, les professionnels du dossier sous le bras, et puis hop, problème. Par contre la productivité collective, elle en prend un coup. La productivité collective, la productivité d'innovation, trouver des solutions ensemble, de vitesse, on prend un coup. Et ça, c'est un grand paradoxe, parce que ça a été longuement évoqué tout à l'heure. Pendant les crises Covid, les gens ont découvert l'autonomie. Mais en parallèle, les entreprises ont découvert qu'on pouvait prendre une décision sans faire 25 réunions. Qu'on pouvait prendre une décision sans faire 150 PowerPoint. Et que ça marchait. Et les gens ont découvert ça. Et ils disent, mais puisque vous avez été capable de fonctionner comme ça, pendant l'effet de la crise sanitaire, du protocole, de tous les éléments qu'a rappelé France, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas sous l'effet juste de la volonté, finalement? Et ça envoie un autre élément, et je n'ai pas oublié de productivité, un autre élément qui est aujourd'hui une espèce de poussée qui consiste à, on voit à peu près partout, une réflexion autour de la réduction des lignes hiérarchiques. Bonne chance dans l'assurance. Moi, j'étais derrière de la Massif, donc structure la convention collective, qu'il y a des chefs partout, mais voilà. L'écrasement hiérarchique qui est la meilleure garantie de l'autonomie. Et j'en viens donc à la qualité du travail. Parce que la difficulté, on l'observe partout, on le sait depuis longtemps. Encore une fois, la grande différence, en tout cas de ce que je vois, c'est qu'on change de monde du travail. Et par conséquent, on peut plus durablement conserver les errements d'organisation qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, qui étaient finalement sans doute assez contestés. Vous savez, le livre La société de défiance, il n'est pas sorti avec le Covid. Il est sorti il y a 25 ans. Donc c'est pas nouveau. Moi, quand j'entendais les gens me dire, on a découvert l'importance de la confiance, ça fait 30 ans que j'entends. Sauf qu'on n'avait pas de raison de le faire, parce que le marché était extrêmement favorable dans le sens employeur. Aujourd'hui, ça devient important parce que les gens viennent pas. Vous l'avez dit à l'audit, vous trouvez personne aussi, et ça c'est plus préoccupant. On trouve pas d'ingénieurs, mais on trouve pas aussi des gens compétents dans des métiers dont pourtant la formation initiale est très bien structurée. Sur le nombre d'ingénieurs, on le sait, il n'y a pas assez d'ingénieurs qui sortent par an en France. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est un problème à l'entrée. Mais vous avez des tas de métiers, contrôle de gestion, on ne trouve pas.
et aux auditeurs, on ne trouve pas, contrôle interne, on ne trouve pas, RH, on ne trouve pas. Et pourtant, les formations initiales sont assez bien structurées. Donc ça, c'est un point particulier. Donc sur le sujet de l'organisation du travail et de la hiérarchisation, le problème, c'est que l'hyper-hiérarchisation de certaines organisations, autrement dit les couches, ont petit à petit amoindri, détruit l'intérêt du travail, ce que Franck évoquait, le sens. C'est-à-dire comme on a tellement de chefs et sous-chefs partout, on a découpé en petits bouts la tâche, ce qui fait que la personne ne voit plus très bien, savoir sa tâche est toute petite. En plus, tout le monde est susceptible de donner son avis sur la tâche qu'il exerce. Donc, il n'a pas d'autonomie. Et en plus, comme il y a beaucoup d'échelons hiérarchiques, chaque échelon hiérarchique veut son tableau de reporting. Donc, la personne, en fait, passe au manager de proximité, il passe plus de temps à faire des tableaux de reporting qu'à manager ou qu'à faire son. Je caricature volontairement, mais c'est globalement comme ça que ça se passe. Or, l'autonomie dans les entreprises, le besoin de liberté d'organisation, il viendra, et donc de la qualité du travail, viendra d'une part, enfin, du moins de trois choses. La première, c'est que la personne aura sans doute un cadre d'activité un peu plus large dans lequel personne n'intervient, c'est-à-dire qu'on lui donne un cadre d'activité, il est autonome là-dedans, on part du principe qu'on lui fait confiance. J'ai vu d'ailleurs que dans le projet dans les résolutions des assises du travail, il y avait le développement de la confiance a priori. Bon, cela dit, les travailleurs sont honnêtes, cela dit, nous, on peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, c'est un mouvement, et je crois que c'est un vrai mouvement culturel pour les entreprises, qu'il va falloir enclencher, qui est pas naturel, honnêtement. On est plutôt parti de la défiance a priori. Mais le premier sujet, c'est donner un cadre de travail plus large. Dans un cadre de travail plus large, il faut arrêter de découper la tâche. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de management que d'hiérarchie, en quelque sorte. Pour sans doute réduire. Et beaucoup d'entreprises se sont enclenchées dans des mouvements de réduction des tâches, ce qui est extrêmement compliqué. Parce que sinon, vous touchez à des individus, etc. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de la qualité du travail, c'est que l'individu, et je rejoins certains aspects d'individualisme, et ça, c'est l'individualisme positif, a besoin de comprendre où est-ce qu'il se trouve dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Or, on ne lui dit pas. On a beaucoup travaillé, c'est pour ça que je ne suis pas totalement en admiration devant le pacte de la vie au travail, on a beaucoup travaillé depuis 30 ans sur les conditions de travail, tout ce qui entourait le travail, on a oublié le travail. On a oublié la qualité du travail, c'est-à-dire que où je me trouve dans la chaîne de valeur. Et si j'arrête de faire ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Allez voir vos collaborateurs, leur demander si tu arrêtes de faire ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent pas grand-chose. Mais à certains moments, ils vous disent pas grand-chose. Parce que quelqu'un va le faire à ma place, ou alors de toute façon, on s'en rendra pas compte, j'ai toujours pas compris ce que je faisais. Mais je caricature à peine, honnêtement. Et le troisième élément, c'est un sujet fondamental d'évolution des organisations des métiers, transformation des métiers, tout ce que vous savez. C'est-à-dire que l'entreprise porte une responsabilité de plus en plus importante de donner aux gens les compétences nécessaires à l'évolution de la transformation de métier en anticipation. J'ai toujours été frappé, j'en étais moi-même à la fois quelquefois victime et quelquefois auteur, sur le fait qu'on se met à former les gens au moment où on se transforme. Alors que quand vous regardez ce sur quoi vous les formez, ça fait 10 ans que vous savez qu'il faut les former là-dessus. Donc vous créez une double phénomène de panique. À la fois, je change de métier, et en plus on me forme un nouveau métier alors que c'est des compétences qu'on connaissait. Et donc cette histoire de développement de la compétence d'adaptation et de transformation des métiers, ce sont des sujets importants. Et je pense qu'à moyen terme, il faudra d'ailleurs que les textes nous aident, parce que Franck l'a très bien expliqué, un certain nombre de dispositions aujourd'hui du Code du travail n'ont pas été écrites pour ce monde hybride. Or, ce monde hybride, il est installé. La NDRH a fait une enquête fin 2021 qui montrait qu'à horizon 2030, 50% des métiers seraient télétravaillables. Donc, vous changez de société du travail. Or, on a un code du travail qui n'est ni bien, ni mal écrit. C'est pas le sujet. Il n'a pas été écrit pour ce monde-là. Avec des tas de sujets de risques juridiques relativement importants. Tout le monde attend le moment où quelqu'un va vous sortir ses connexions en expliquant qu'il n'a pas eu 11 heures de repos entre 2 jours de travail, qu'il a travaillé après 22 heures. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, je vous passe les accidents du travail, le fait qu'il s'installe à Marseille, il faut lui payer la moitié de son billet d'avion et de son hôtel, je vous passe tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je n'observe pas, alors peut-être que vous l'observez, je n'observe pas de mouvement, ni de la part des partenaires sociaux, ni de la part des pouvoirs publics, de volonté d'avoir au moins le courage, on l'a dit à plusieurs reprises, notamment à l'Assemblée, le courage d'au moins de relire le Code du travail. Je ne sais pas qu'il faut le changer, c'est qu'il faut regarder, parce qu'il n'a pas été écrit pour ça. Et ça fait porter des risques. Du coup, se développent quelquefois des phénomènes de contrôle pour se protéger. Et notamment, on va se mettre à contrôler, vous savez que ça existe, quand les gens se connectent, est-ce que la souris bouge ou pas? Il fait qu'il y a quelqu'un qui a inventé un logiciel qui fait bouger la souris toute seule. Donc du coup, c'est vrai, je vous assure, vous vérifiez, je vous assure. Donc, mais est-ce que c'est ça la société du travail qu'on veut demain? Je dirais pas à l'antithèse de l'autonomie et de la confiance, on se met à contrôler quand les gens sont là, sont pas là. On parle pas des accidents de travail, on parle pas de tout ça. Donc, après, il y a eu le fameux développement, alors c'était plutôt des sujets d'été, donc ça va réapparaître dans la presse, les fameuses tracances, vous savez, je suis en télétravail mais sur mon lieu de vacances.
C'est-à-dire que je finis vers 16h et j'attaque l'apéro vers 18h. Et donc ça, c'est une réalité. C'est comme ça que ça se passe, honnêtement. Donc, tout ça pour dire que la notion de qualité du travail devient importante. Et si on adresse ce sujet-là, alors on adressera un autre sujet en parallèle, exactement ce que Jean-Yves disait tout à l'heure, à savoir de relire les organisations du travail elles-mêmes pour voir celles qui pourraient être accessibles au télétravail alors qu'elles ne le sont pas de manière native. Il y a une entreprise de distribution dans laquelle j'ai eu l'honneur de travailler pendant 10 ans, dont on parle beaucoup de la nouvelle DG de la France aujourd'hui, qui est en train de regarder, c'est intéressant, regarder comment elle peut apporter du télétravail aux hôtesses de caisse. C'est pas naturel le télétravail aux hôtesses de caisse quand même. En fait, c'est assez intelligent de leur part, c'est-à-dire qu'ils regardent et ils constatent qu'effectivement, dans sa journée de travail, l'hôtesse de caisse passe un certain nombre de temps à relancer des devis, à contrôler des trucs, et tout ça, ils pourraient le concentrer sur une journée. Il devrait arriver à peu près à une journée de télétravail tous les 15 jours pour une hôtesse de caisse. Dans les 26% que j'évoquais tout à l'heure, les hôtesses de caisse ne sont pas complets. Et je pense qu'il y a un mouvement, et on l'observe dans les entreprises, qui consiste à se dire, puisque je dois réorganiser mon modèle de management, puisque je dois réorganiser mon modèle hiérarchique, puisque je dois réorganiser avec la digitalisation mes modèles de travail, évidemment, puisque je dois notamment réussir à baisser les activités à faible valeur ajoutée, on va donner ça par cœur. Je vais en profiter pour regarder comment je peux réorganiser mes métiers pour concentrer un certain nombre d'activités sur 1 ou 2 jours, ce qui me permet finalement de réduire le risque évoqué Franck tout à l'heure, d'avoir 2 mondes qui se regardent. Et il y a des tas de métiers qui sont accessibles au télétravail, mais pas aujourd'hui, pour des raisons d'organisation interne de ce métier. Et non pas à cause de ce métier. Après, il y en a qui ne le sont pas. En France, aujourd'hui, vous avez à peu près 15 000 salariés, j'en ai 50% qui n'ont pas accès au télétravail. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des usines ou ils sont dans des centres de distribution. Donc, ils n'ont pas accès au travail. En revanche, ces gens-là que j'évoquais tout à l'heure, je suis allé les voir dans d'autres entreprises, à l'usine. Ils disent non, mais moi je sais, je suis très normé. Moi j'ai 9h, 13h ou j'ai 13h, 19h. Donc je m'en fous, je m'organise. L'après-midi, de temps en temps je suis libre, le matin je suis. Leur sujet c'est la liberté. Je souscris parfaitement à ce qui a été dit. L'obsession des gens aujourd'hui, c'est pas la mienne, c'est la liberté d'organisation dans le travail. C'est pas le télétravail, les 4 jours, non, c'est moi je sais pas complètement la logique d'individualisation. En fait, en revanche, ils veulent avoir une espèce de souplesse de fonctionnement, sans d'ailleurs remettre en cause la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de l'entreprise. D'ailleurs, ils ont un niveau de conscience de responsabilité assez bon, finalement, quel que soit l'âge. En revanche, ils en ont marre qu'on leur explique que, vous savez qu'en France, c'est un management très présentéiste. S'ils s'en vont à 16h, ils vont leur dire, t'as pris ton après-midi, c'est le truc par cœur. Et en fait, tout ça, c'est un peu terminé. Quand vous regardez les pays à fort télétravail, Europe du Nord en particulier, cette question ne se pose plus. Vous savez, dans les pays d'Europe du Nord, aux États-Unis, à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Ils ont 2 métiers. Donc voilà. Et après, sur l'histoire du temps de travail, l'histoire du temps de travail, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui mettent en place la semaine des 4 jours. Alors d'abord, c'est des entreprises qui sont souvent de la tech, donc c'est vrai qu'ils ont une capacité de travail à distance. Et puis il y en a un que j'ai adoré, parce qu'il me dit non mais moi, personne me demande de la productivité et de la rentabilité. Du coup, je suis à 4 jours, 28 heures. Je dis, moi, si je vais voir Nicolas Hieronymus en lui disant, écoute, j'ai une idée, on va passer à 28 jours sans rentabilité, il va pas aimer. Donc, en fait, quand vous regardez les expériences, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, les gens vous expliquent que leur objectif, c'est pas la rentabilité, leur objectif, c'est pas ceci. Bon, je veux bien, enfin, il y a un moment où ça va s'arrêter. Et puis, la semaine de 4 jours, ça me paraît dangereux parce que ça tend et ça tue les temps inutiles de management. C'est-à-dire que tous ces temps de machine à café, tout ce qui se passe, et dans vos canapés, dans les zones de flex, tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce temps, parce que on n'a plus de doute, l'entreprise est un lieu de lien social. Et donc, si on commence à concentrer tout le monde comme vous voulez le faire, les URSSAF de Picardie, à 36 heures en 4 jours, ça signifie, ce qui n'a pas marché, ça signifie 45 heures en 5 jours. C'est assez simple. Alors là, vous avez un sujet de RPS, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez un sujet d'épuisement professionnel, d'intensification du travail, donc de perte de sens, parce que vous passez votre temps à courir, et puis de disparition de ce lien très important qui a tant manqué aux gens quand ils étaient en confinement. Les 3 périodes que tu as évoquées sont très vraies. La première période, sidération, trouve ça formidable. En plus, on avait plutôt un printemps agréable, si vous vous souvenez, en 2020. Là, on s'est moins content. Et deuxième phase, en fait, l'isolement, je sais plus ce qui se passe, on ne parle qu'à certains. Et puis à la troisième phase, retrouver une forme d'équilibre et l'importance de l'entreprise comme lieu social et comme lien social. C'est pour ça que ma semaine des 4 jours, je pense que je suis contre, je suis pas contre. Je dis simplement, vous ne pouvez pas la penser sans l'intégralité des aspects qu'on a évoqués depuis ce matin.
Et donc, quand vous regardez ces aspects, vous vous dites que le truc n'est pas gagné. Voilà. Donc, sauf si effectivement vous avez un actionnaire qui vous dit la rentabilité ne m'intéresse pas. Mais en fait, j'en ai pas encore parlé. Si jamais ça existe, merci de nous donner leurs coordonnées. Merci à vous. Alors peut-être sur la dernière question, un peu pour conclure ces débats, est lié aussi conjoncturellement à ce qui est ressorti aussi avec cette réforme des retraites, puisque si tout le monde a râlé autant pour travailler 2 ans de plus, c'est qu'il y a peut-être un problème là de la manière dont on considère le travail, et aussi d'employabilité des seniors, qui est un autre sujet. Jean-Hugues, je vous laisse la parole là-dessus. Oui, bien sûr. Pour faire le lien avec ce qui a été dit, et puis aussi la question des seniors, le mode d'organisation le plus abouti que j'ai trouvé à travers les différents exemples qu'on a pu expérimenter dans notre entreprise, c'est celui qui tourne autour du triangle moi, le client, l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'il permet justement de repositionner le collaborateur au centre des enjeux clients, donc la performance, la vocation même de l'entreprise, et l'équipe. L'équipe, c'est l'intelligence collective. On oublie un peu, justement, on en a pas mal parlé, dans le contexte de ces transformations du monde du travail, très auto-centrées, et qui se font justement au détriment de cette intelligence collective. Chez nous, elle est vitale, elle est même existentielle. C'est-à-dire que la croissance au Crédit Agricole, c'est une croissance organique. Comment on fait pour que les 21 millions de clients, ils aient de l'assurance, du crédit, de la collecte? C'est ça l'enjeu. C'est pas un développement par croissance externe. Et donc, il faut absolument que toutes les compétences interagissent les unes avec les autres. Il faut que l'équipe fonctionne. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, on a vu des organisations qui sont responsabilisantes, où on dit comment je fais pour organiser ma semaine de travail entre le client et l'équipe. Et le modèle le plus abouti, c'était celui qui consiste effectivement pour plusieurs caisses régionales, dire chaque équipe détermine en flexibilité ses horaires de travail en fonction des heures de rendez-vous client, en permettant aux clients de prendre rendez-vous entre 7h et 19h30 le soir, sur des plages très larges. Voilà. Et il y a une boîte à outils qui est associée à cette flexibilité et cette autonomie, dont le télétravail. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que même dans les agences bancaires, on peut concentrer certaines tâches qui sont télétravaillables, qui sont opérables à distance, de façon à les faire en travail déplacé et en télétravail. Donc ça, c'est aujourd'hui l'organisation la plus aboutie, et celle qu'on promeut après 2 ans d'expérience et de retour d'expérience, parce que précisément, il y a cette intelligence collective. Et dans cette équipe, dans cette notion d'équipe, il y a aussi l'intergénérationnel. Ça fait le lien avec les seniors. C'est-à-dire que aujourd'hui dans l'équipe, alors vous avez des équipes qui sont très jeunes, on a plutôt des équipes jeunes d'ailleurs dans le réseau bancaire, mais on a aussi quelques seniors. Et on s'aperçoit que les seniors sont bien souvent des points d'appui, notamment dans la relation client. Pourquoi ? Parce qu'ils inspirent confiance, parce que bien souvent ils ont établi des liens assez anciens avec les clients, et donc ce sont des points d'appui aussi pour des équipes qu'on a beaucoup renouvelées. Ce sont des points d'appui aussi dans le cadre du développement de l'alternance. Donc on a aujourd'hui ces seniors-là qui trouvent leur place dès lors qu'on est dans une logique de transformation de l'organisation du travail qui s'inscrit dans le contexte de l'équipe. Ça veut dire qu'on prend en considération, le point de départ, c'est toutes les compétences dans l'équipe, celles des seniors, celles des juniors, et comment on fait en sorte justement pour organiser la présence de cette équipe, ses interactions au quotidien avec la relation client. C'est comme ça, effectivement, que, à mon avis, la question de l'intergénérationnel se réglera. Aujourd'hui, elle ne se règle plus, et ça, c'est un vrai sujet. On en débat beaucoup avec les organisations syndicales, par une cessation anticipée de carrière, ou par même une optimisation, parce que je vois des accords encore transition emploi-retraite, c'est presque un non-sens. Ça veut dire quoi, transition emploi-retraite ? La question aujourd'hui, c'est comment les seniors trouvent leur place dans l'entreprise. Et je pense que dans le contexte, effectivement, de l'autonomisation des collaborateurs, la question de l'équipe et justement de l'intergénérationnel, de la pluralité des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer, elle est assez essentielle. En tout cas, ça peut être une solution. Catherine, alors peut-être toi un peu moins, tu nous avais dit sur la problématique des seniors parce que ton équipe est assez jeune, mais peut-être sur les éléments de plan d'action et ce qui reste à faire et les questions encore qui se posent. Oui, effectivement, la problématique des seniors me touche pas et touche vraiment très peu BPI France. Voilà, les collaborateurs sont plutôt jeunes en fait. Quand on a une grosse croissance, voilà, finalement, on n'a pas trop cette problématique-là. Mais je voudrais rebondir effectivement sur l'équipe, le sens au travail. C'est ça en fait, au fond, qui est, je trouve assez fondamental. Et la notion de chaîne de valeur. Où est-ce que je me situe en fait dans la chaîne de valeur? Alors du travail, mais aussi finalement, c'est tout le sens que les collaborateurs veulent donner à leur vie au fond. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont ce désir en fait, voir ce besoin
de flexibilité, d'autonomie. Parce que derrière ça, il y a finalement, moi, j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Alors, notamment au travers du travail. Alors, peut-être que moi, je crois que ça va, on va retrouver en fait l'importance du travail dans cet équilibre de vie qu'on avait un peu perdu aussi avec le Covid. Mais c'est au fond, voilà, quel est le sens en fait de mon travail, où suis-je dans cette chaîne? Et c'est ça en fait, je pense, un axe sur lequel il faut vraiment travailler. Ça passe par l'équipe. Je pense que vous l'avez tous dit. Et j'ai envie de citer, alors Xavier Niel, je ne vais pas demander son avis, mais lors d'une intervention à un événement de BPI France, il avait dit au fond, la créativité, l'innovation, on n'a jamais innové un truc, créé un truc tout seul. Il faut être autour d'une table ensemble. C'est comme ça en fait que les idées fusent, arrivent. Et ça, je pense que c'est vrai dans plein de domaines et plein de métiers. Et donc, créativité, valeur, sens de la valeur au travail. Et je pense qu'une des clés, peut-être, dans la boîte à outils qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi, au-delà du forfait jour, nous, qu'on a en place, au-delà de l'organisation de la semaine de travail, moi, je vois beaucoup de collaborateurs, en fait, qui ont des horizons plus larges. J'en ai qui m'ont demandé, en fait, de faire une pause de quelques mois dans leur vie au travail pour aller, voilà. Il y en a un qui est parti faire toute le chemin en randonnée entre le Mexique et le Canada, le long de la côte Pacifique. Bon, voilà. Donc, il a besoin de 5 mois, 6 mois pour faire ça. Et pourquoi pas? En fait, voilà, ça va aussi lui permettre justement de retrouver un certain équilibre et de revenir au travail, en fait, plus motivé. J'ai le cas d'une autre collaboratrice qui a dit, moi, je veux faire une pause dans ma vie professionnelle pour m'occuper de mon père. Donc, il peut y avoir plein de cas de figure différents. Donc, ça donne un horizon, en fait, d'équilibre, un horizon temporel d'équilibre qui est finalement assez nouveau, et je pense qu'il faut être à l'écoute de ce type de demande. Benoît, sur cette question? En fait, je rebondis, parce que je ne vous cache pas que j'étais un peu étonné quand j'ai vu apparaître le pacte de la vie au travail. J'ai ma vision des choses, qui est très personnelle, c'est que le sujet, c'est pas tellement la vie au travail, c'est le travail dans la vie, la question. Vous venez de décrire. Ouais. Donc j'étais étonné qu'on prenne cette formule-là, alors que le sujet adressé, c'est plutôt l'inverse. Le sujet adressé, c'est plutôt... Vous savez, il y a eu cette fameuse enquête qui a fait trembler tout le monde, puisque on a découvert que dans les années 80, je crois que pour 69% des gens, le travail était central de la vie, et puis on a refait l'étude en 2021, 20%. Alors tout le monde dit, voilà, ça y est, c'est forcément la faute des jeunes, ils foutent rien. D'ailleurs, c'est intéressant, j'étais l'autre jour à une intervention comme ça, avec des entreprises qui m'expliquent que depuis qu'il y a beaucoup il y a moins de chômage de masse, etc., les gens sont bons, ils veulent pas travailler. Je dis, en fait, c'est curieux votre raisonnement, parce que pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va mieux, la première obsession de vos collaborateurs est de quitter l'entreprise dans laquelle ils sont? C'est plutôt une question qui vous est posée à vous, plutôt qu'à eux. Voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sujet du travail dans la vie, c'est assez intéressant de voir ça. Exactement ce que vous donnez. Je pense que tout procède de la même logique. C'est-à-dire que je ne crois pas que les gens aient moins envie de travailler. Jean-Luc évoquait tout à l'heure, avec lui, les seniors. Il n'y a pas de conflit intergénérationnel. Il y a une cohabitation intergénérationnelle. Ça, c'est vrai. Avec des visions, des choses qui ne sont pas les mêmes. Non pas que l'un ait raison, l'autre tort, mais ils n'ont pas été élevés dans la même société du travail. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que les gens qui ont aujourd'hui 15-16 ans, ils vont arriver sur le marché du travail si la démographie continue comme ça. Et la démographie, c'est assez prévisible, contrairement à la croissance économique. Ils vont être dans un univers où ce sera beaucoup moins difficile de trouver un job. Aujourd'hui, ils changent de job extrêmement vite. Bon, il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai vécu entre 2006 et 2012 en Russie. J'étais DRH de Leroy Merlin là-bas. Et de 2007 à 2008, avant la crise, Moscou, Saint-Pétersbourg, les grandes villes de Russie, c'était le plein emploi. Vous aviez 0% de chômeurs. J'ai vécu en fait pendant 2 ans le fait que les gens changent de boulot en 25 minutes. C'est impressionnant. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de trouver des moyens de les conserver. Donc, je suis un peu étonné quand tout le monde se plaint de la pénurie de recrutement. Je pense que le vrai travail à faire, c'est la fidélisation. Je ne pense pas qu'il y ait de conflit intergénérationnel, il y a une cohabitation générationnelle à faire, ça c'est sûr. Et de même, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc, moi je suis un peu fatigué d'entendre que la question des seniors se traitera par les cessations d'activité, ou par le mentorat, ou par le tutorat, comme si c'était des demi-contrats, finalement. Vous savez, dès qu'on parle de seniors, on dit « Ah, il y a le mentorat ». Non, la plupart des gens, avec Franck, on a beaucoup combattu sur le sujet,
Ils veulent un boulot, en fait. Ils veulent un vrai boulot, reconnu, sanctionné, enfin, un truc normal, quoi, un entrepreneur. Donc, j'ai rien contre le mentorat et le tutorat, mais c'est pas ça qui va. Puis en plus, avec le décalage de l'âge de la retraite, on ne peut pas être tuteur ou mentor en 10 ans. Enfin, ça n'existe pas. Vous savez, quelquefois, comme derrière, vous avez des gens qui viennent vous dire, bon, lui, tu sais, il a 58 ans, il va bientôt partir. Ah, non, il faut encore faire 12 ans. Donc, une fois que vous avez fait un petit choc cardiaque pour leur mettre de cette émotion, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un. Donc, sur le sujet des seniors, il va partiellement se résoudre via le démographique, mais il ne se résoudra pas si on a. Vous savez que la France a très mauvais élèves. On a plus appris à garder les seniors d'ailleurs, on n'a pas appris à les embaucher. Le vrai danger, c'est qu'on ne les embauche pas. Et que vous perdez votre emploi à 58, 59, votre capacité à en retrouver un est quand même extrêmement faible. 61, c'est encore pire. Et d'ailleurs, le décalage, le problème des 58, 59 va se décaler à 61. Il ne va pas disparaître, contrairement à ce que j'ai entendu de droite à gauche. Et là, c'est vrai qu'on a un vrai sujet d'embauche, qui est lié à tout un tas de choses, mais maintenant, il va falloir partiellement résoudre, voir comment résoudre ce sujet. Je n'ai pas observé aujourd'hui, on attend maintenant, qu'il y ait une politique très volontariste qui s'installe. Et il va falloir le faire, parce que sinon, on va avoir que un senior qui perd son emploi à 57, 58, c'est un drame sociétal. C'est-à-dire que, pour lui-même, pour elle-même, pour ses parents, parce que souvent il est aidant, donc on fait des lois sur les aidants et en même temps on n'intègre pas le fait que quand quelqu'un qui a 58 ans, qui est aidant, perd son emploi, c'est une catastrophe, et souvent il aide ses enfants. Donc voilà, donc ça c'est la question des seniors, le sujet est quand même sur la table. L'avantage qu'on y voit, c'est qu'enfin le sujet est sur la table. Parce que si vous vous reportez 2019, 2018, 2017, les années précédentes, on a fait des index, des machins, des trucs sur toutes les discriminations de la Terre, et à juste titre, sauf sur celle-là. Or, c'est moi qui le dis, c'est le MEDEF, en septembre 2022, qui a montré que la principale discrimination au travail en France, c'est l'âge. C'est pas, c'est l'âge. Donc, au moins, le sujet va être sur la table et il sera, je pense, tout à fait impossible de réformer ou de travailler sur le travail en France, ou peu importe, sans intégrer la dimension des seniors, aujourd'hui. Et ça, c'est une sorte de progrès, de certaine manière. Alors malheureusement, ce progrès est apparu via la réforme des retraites. Je ne cache pas, moi j'étais un petit peu surpris quand le gouvernement a proposé à l'URSSAF de Picardie les 4 jours, au moment où il proposait en français de travailler plus longtemps. En fait, on travaille plus longtemps dans la vie et moins longtemps dans la semaine. Il y en a qui vont m'expliquer qu'ils vont préférer travailler plus longtemps dans la semaine et moins longtemps dans la vie. Non mais, sincèrement. C'était un peu le principe de la réforme Macron, d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là va certainement émerger. Après, juste un dernier point, ce que Franck évoquait, qui est assez juste, c'est comme toujours, c'est la multiplication des statuts du travail. En France, on protège très mal sur un plan social les gens qui ne sont pas sous forme de CDI. Le CDI structure la société. D'ailleurs, pour ça qu'on n'a pas vu la grande démission. On a plutôt vu la grande mobilité, le grand mouvement. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, votre CDI n'emporte pas autant de choses que ça. Alors, en France, il emporte tout. Il emporte la protection sociale, la mutuelle, le machin. Donc c'est pour ça que c'est un phénomène bloquant. Mais en revanche, l'aspiration est là. Et on commence à avoir appel sur certains métiers tech notamment, des gens qui disent « Non mais moi je ne veux pas être salarié chez vous. Par contre, j'ai une petite boîte. Je vais vous le faire en prestation. » Bon, je vous rappelle quand même que si jamais il démontre plus de 60% de son chiffre d'affaires avec vous, l'inspection du travail peut vous imposer de le réintégrer en CDI, ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas, sinon il sera rentré en CDI. Donc c'est vrai que cette question-là, on verra comment ça va évoluer, je pense que ça va être très long. Mais la question des statuts, elle est fondamentale pour créer de la fluidité dans un marché du travail qui se tend. Et que ça va être un peu plus long, mais je pense que c'est inéluctable. Sous réserve qu'on arrive à trouver un modèle de protection sociale qui soit quasi comparable. Parce que sinon, regarde, le RSI a été un échec absolu. Je reconnais que c'est pas simple, parce que comme tout est fondé là-dessus, ça va devenir compliqué. Mais en revanche, la multiplication des statuts, comme la multiplication, vous avez le phénomène des slashers, vous savez qu'il y a plusieurs métiers, ça réapparaît. Les slashers réapparaissent. Ils ont un CDI central, qui de certaine manière leur sécurité sociale à eux. Et puis derrière, d'ailleurs, on commence à voir apparaître, même chez nous, d'ailleurs, des gens qui disent « Mais moi, je voudrais passer à 4 jours. » Bon, ben pourquoi ? Mais 4 jours payés, 4 jours. Parce qu'en fait, ils ont une activité à côté. Et donc, c'est une manière de forcer le truc. Et donc, de faire jouer au CDI un rôle d'amortisseur social. Et là, on va avoir un problème. Parce que si on a beaucoup de gens qui ont pris le CDI comme amortisseur social, je ne suis pas sûr que le degré de motivation soit très élevé. Et vous prenez aux Pays-Bas, en Belgique, aujourd'hui, vous avez la plupart des gens qui sont à 80%.
à 80%, ils vous disent. Moi, je veux être à 80%. Payer 80%. Parce que, bon, je vais avoir ma vie de l'autre côté, donc d'ailleurs, c'est le sujet de la place du travail dans la vie. Voilà. Quelques éléments. Donc, pour conclure, Allez, avant d'avoir la possibilité de répondre aux questions. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont passionnantes. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur. Benoît le sait, on a écrit ensemble d'ailleurs à ce sujet. C'est la question des seniors. La question des seniors, elle est essentielle et je partage les regrets de Benoît sur le fait que le chantier n'ait pas été adressé de manière plus franche et massive, on va dire, en amont par les pouvoirs publics. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard et je forme beaucoup d'espoir sur le fait que dans les discussions qui pourraient s'engager entre les partenaires sociaux, ça puisse être un sujet important dans le menu des négociations. C'est particulièrement nécessaire. C'est particulièrement nécessaire parce que effectivement, on peut dire d'un côté qu'il y aura des effets mécaniques, automatiques, liés à la réforme des retraites et au décalage de l'âge légal d'ouverture des droits. Ça s'est vu dans le passé avec la précédente réforme qui avait joué sur le levier de l'âge, la réforme de 2010, puisque le taux d'emploi des seniors, il a pris 15 points de plus en 15 ans. Donc, vue d'avion, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est inéluctable et qui va peser sur le comportement des acteurs, parce que c'est ce qu'on appelle l'effet horizon, parce que les acteurs voient bien que eh bien, l'écosystème de règles bouge et que du coup, eh bien, l'horizon temporel doit également s'adapter et donc on doit garder plus longtemps et embaucher, on va y revenir, et embaucher les seniors pour faire face à cette nouvelle donne. Alors, plusieurs choses nous y poussent également. La question de la pénurie de compétences, la pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de cas, va effectivement aboutir à regarder d'un œil différent la question de l'embauche des seniors. Il sera sans doute nécessaire dans la palette des outils de disposer d'un outil adapté. On a défendu cette idée avec Benoît et il faudra un outil adapté, spécifique à l'embauche des seniors. Ça a été envisagé un temps dans la réforme, ça n'a pas pu être mené à bien. Je ne doute pas que ça reviendra sur la table, mais ça paraît indispensable. Et puis, toute une palette d'éléments autour des questions de maintien en emploi, s'agissant je dirais plus que de maintien en emploi, de maintien en activité. Parce qu'effectivement, derrière cette question du maintien en activité, il y a toute la question des différentes formes de statut et des différentes formes d'organisation du travail autour de ça. Alors, il y a déjà, dans la boîte à outils, il y a déjà pas mal de choses. Et il y a déjà pas mal d'outils qui sont, pour certains, d'ailleurs, assez peu connus. Je mets sur la table, par exemple, un outil qui date pourtant de la loi Aubry II, qui est ancien, qui a 23 ans, donc, et qui est ce qu'on appelle le temps partiel familial. Temps partiel familial, qui est une manière de pouvoir, d'une certaine manière, annualiser le temps partiel pour des besoins liés à la vie. Alors je dis familial, mais dans le Code du travail, on parle de besoins liés à la vie personnelle, donc ça peut même être autre chose que familial, et donc qui est un outil de souplesse, qui peut être intéressant, pas que pour les seniors d'ailleurs, mais qui peut être intéressant, notamment sur les questions d'organisation du travail des seniors. Donc dans la boîte à outils, il y a déjà un certain nombre de choses, mais il est particulièrement important que dans les discussions qui vont s'engager, les partenaires sociaux puissent se préoccuper du fait de mettre le paquet sur toute une série de dispositions qui seront de nature à soutenir l'emploi des seniors. C'est un des enjeux auxquels on va être confronté dans les mois à venir, dans les années à venir. Pour conclure, je reviendrai sur la question des statuts. Moi, je voudrais finir sur une note d'optimisme sur cette question des statuts. Certes, ça prendra du temps, mais pour illustrer mon optimisme, je regarderai dans le rétroviseur et je regarderai ce qui s'est passé au cours des 10-20 dernières années, justement, sur notre capacité à diversifier les cadres juridiques, les cadres organisationnels, pour prendre en considération cette question des statuts. Quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on regarde ce qui existait ou ce qui n'existait pas il y a 10 ans, 20 ans, on se rend compte que le CDI intérimaire n'existait pas. On se rend compte que le portage salarial existait mais n'était pas du tout régulé. L'auto-entrepreneur n'avait pas été créé ou on était à ses balbutiements. On ne savait pas ce que c'était que les plateformes de travailleurs indépendants, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et donc on voit bien qu'en 10 ans, 20 ans, un chemin
extrêmement important a été fait autour de ça. Alors le challenge est important, Benoît a mis sur la table un certain nombre d'enjeux autour de ça, descriptifs autour des slashers notamment, effectivement, et de cette recherche d'équilibre, de bon niveau de protection sociale, effectivement, pour permettre d'être compétitif et à ces formes d'activité de se développer. Moi, j'ai une conviction profonde, illustrée également par ce qu'on a réussi à faire dans le passé, c'est que c'est pas quelque chose de tout près à l'emploi qui tombera d'en haut, qui permettra de résoudre cette difficulté, mais c'est quelque chose qui permettra de mettre en place un écosystème qui fait que le bon niveau de garantie et le bon niveau d'organisation de ces activités, il est mis en place par les acteurs eux-mêmes. Et si on sait organiser cet écosystème de manière à permettre aux acteurs eux-mêmes de déterminer quel est le bon niveau de souplesse, quel est le bon niveau de garantie, quel est le bon niveau d'organisation pour ces différentes formes de statut, eh bien on y arrivera. Voilà pour finir sur cette note optimiste. Je rappellerai juste que nous avons organisé un webinaire justement sur les impacts de la loi Rixain le 8 mars dernier, que vous retrouverez d'ailleurs le replay de ce webinaire aussi sur le site du Centre des professions financières. Et eh bien, je pense qu'il est temps de conclure et surtout eh bien, d'applaudir nos intervenants, nos orateurs de ce matin. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour les autres manifestations du Centre.